pas d'une simplicité. Pas du coup, j'ai essayé d'amener des concepts plus simples. Merci beaucoup en tout cas pour l'introduction. Donc, Tristan, En on t'écoute. post-prandial, je ne suis pas le plus favorisé du coup. Mais ça non, mais justement, on va te poser la question, on a le droit de t'interrompre quand on ne comprend pas et qu'on s'endort. J'essaierai de réveiller. Vas-y. On va parler d'Ehlers Danlos vasculaire. Donc, je me suis aussi permis juste de faire un point rapide sur cette maladie rare, moins de 1 sur 50 000 en France, avec des complications vasculaires graves, vous voyez et chez des sujets jeunes. 50% des patients, cas index en tout cas, font leur premier événement avant l'âge de 30 ans. Et chaque complication est gravée d'une mortalité de 10%. Et les complications, c'est une fois sur deux, la complication inaugurale de la maladie, une fois sur deux, une complication vasculaire. C'est lié à une maladie du collagène de type 3. Et il y a un effet dominant négatif, donc on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un effet lié à l'allèle muté qui produit donc une chaîne de collagène de type 3 anormale. Et comme le collagène de type 3, c'est 3 chaînes alpha, eh bien, on n'a que 7/8 du collagène de type 3 qui, par probabilité, peut avoir 3 chaînes alpha normales et les autres 7/8 ont 1, 2 ou 3 chaînes anormales, ce qui confère à la protéine un défaut de fonction. Donc, ces complications vasculaires, elles se présentent sous différents types, soit des dissections artérielles. Donc, vous avez ici des coupes de scanner où en fait la tête du patient est derrière le mur et les pieds sont dans la salle, avec ici le bassin. Donc là, on a une artère iliaque externe qui est disséquée. Vous voyez le flap, ce qu'on appelle la déchirure de l'artère ici. Ici, on est sur l'artère du rein gauche et ici sur une artère vertébrale droite. Mais on a aussi des anévrismes. Alors, on en voit un ici sur l'iliaque commune gauche. Ici sur l'iliaque commune droite, en amont. Et puis, on peut avoir ici des ruptures artérielles. Ici, c'est une rupture de l'artère splénique avec un hématome autour. Ici, au niveau de l'artère hépatique. Ici, de l'artère subclavière droite avec l'épaule et l'hématome à ce niveau-là. Alors, les traitements de ces ruptures artérielles, ça peut être tenter d'aller boucher l'artère, de faire des embolisations qui sont elles-mêmes à risque d'entraîner d'autres ruptures et des dissections, ce qui fait toute la problématique. Et puis parfois, il y a des communications qui se font au niveau carotido-caverneux, donc au niveau cérébral. Et du coup, ces fistules carotido-caverneuses ont un pronostic pas bon, c'est-à-dire que ça évolue de toute façon spontanément. Et si on intervient trop tard, il peut y avoir un hématome intrapariétal qui est grévé d'un mauvais pronostic. Donc, on est face à des problématiques de rupture d'artère ou de faux anévrismes, c'est-à-dire des perforations spontanées d'artère. Les traitements à l'heure actuelle, il y a un bêta-bloquant qui est le céliprolol, qui avait été montré comme efficace pour réduire les événements artériels. Vous voyez ici le bras contrôle et le bras sous traitement. Et puis, il y a les mesures de prévention, donc la carte d'urgence, mais il y a également, effectivement, éviter les gaz du sang, donc la ponction directe d'artères, les cathétérismes artériels, et éviter tout ce qui peut engendrer des ruptures de ces artères. Mais néanmoins, ça pose la question de la physiopathologie. On en parlait justement ce matin, de qu'est-ce qui se passe finalement dans ces parois d'artères pour qu'elles soient amenées à rompre, ce qui n'est quand même pas le cas de beaucoup de maladies artérielles génétiques, où on a des maladies qui se dilatent. On pense au Marfan, on pense à des Lloyd-Dietz ou à ACTA2 par exemple, donc il va y avoir une dilatation un peu de l'aorte ou des dissections spontanées, mais des ruptures artérielles, ce n'est pas non plus exactement la même physiopathologie. Alors, on va parler donc de rigidité, et donc il faut quand même effectivement aborder des notions physiques. Donc, qu'est-ce que la rigidité ? Donc, dans le sens commun, vous avez un exemple ici, quand il y avait eu la polémique sur l'iPhone 6 qui se pliait dans les poches des jeans, et donc qui était non rigide par rapport au Nokia, qui évidemment, lui, est extrêmement solide. Donc la rigidité, c'est une notion physique, et dans les parois des artères, en fait, elle intègre, d'abord on a plusieurs éléments, le fait que la paroi de l'artère, elle a des caractéristiques physiques de diamètre, d'épaisseur de paroi, de longueur de tuyau, et puis elle est soumise à des paramètres physiologiques, le débit qui est représenté ici en bleu, la pression artérielle, et en plus la pression elle n'est pas constante, elle va varier, et puis des forces d'élongation, notamment sur l'aorte ascendante. On sait qu'à
à la contraction du cœur, en fait, le cœur se rétrécit puisqu'il se contracte et donc ça tire sur l'aorte ascendante. Et donc, toutes ces forces qui s'exercent ou ces pressions vont engendrer des contraintes sur la paroi artérielle. Donc, il y a une contrainte de frottement liée au débit, la contrainte de cisaillement, contrainte d'élongation, et puis la contrainte pariétale, longitudinale. Et nous, on s'intéresse essentiellement effectivement à ces contraintes de résistance de la paroi. Et donc, l'élasticité de la paroi, elle est définie finalement par la déformation selon une contrainte. Donc, vous avez ce qu'on appelle le module élastique de Young, qui est cette partie linéaire d'un matériau où vous appliquez une contrainte, il se déforme. Donc, la mousse, vous appuyez dessus, ça se déforme facilement. L'élastique, c'est pareil. Mais effectivement, si on prend du bois ou du marbre, évidemment, ça se déforme moins. Donc, ici, le téléphone solide se déforme moins pour un même niveau de contrainte que l'iPhone 6 qui se déformait au même niveau de contrainte. Donc, plus ce module élastique est grand, plus le matériau est rigide, puisque c'est la pente ici qui définit la rigidité. Et puis, il y a un domaine où là, on n'est plus réversible. Là, ce domaine est dit réversible, c'est-à-dire une fois que vous levez la contrainte, le matériau reprend sa forme. C'est la mousse qui revient normalement. Mais si vous prenez des matériaux à mémoire de forme, on n'est plus dans le domaine élastique, mais dans un domaine plastique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appuyé dessus, il ne revient pas vraiment au même état. Donc ça, c'est quand on est allé un peu trop loin dans la déformation et vous ne récupérez pas du coup la forme initiale. Alors, comment on évalue cette rigidité? On peut l'évaluer de différentes manières, mais notamment, on peut se rapprocher de quelque chose qui est bien connu, qui est que les ondes ont tendance à se propager plus rapidement dans un matériau rigide que dans un matériau qui est mou. Donc, on a deux exemples. C'est effectivement qu'on entend le train plus tôt sur le rail que par le son qu'il émet à travers l'air, parce que du coup, le rail est très rigide et le frottement des wagons va se propager très vite le long du rail. Et puis, il y a la rigidité pour la sismographie, et donc on utilise effectivement les vitesses de propagation en profondeur dans le sol pour déterminer la rigidité des couches de la lithosphère. Chez le corps humain, on a la chance d'avoir une onde qui se propage à l'issue du cœur. C'est quand le cœur se contracte, il émet ce qu'on appelle une onde de pouls qui va se propager le long de la paroi des artères. La preuve, c'est que quand on palpe au niveau de son artère radiale, on sent le cœur battre, mais évidemment, le cœur n'est pas là, vous le savez. Mais donc, c'est cette onde de pouls qui se déplace, qui n'a pas grand-chose à voir avec la vitesse du sang. Le sang, il va faire 25 cm par seconde, alors que l'onde de pouls, qui est générée par cette contraction du cœur, va aller beaucoup plus vite. On imagine bien d'ailleurs que quand le cœur se contracte, le sang n'est pas déjà là au niveau du poignet. Donc, en fait, c'est vraiment une onde qui se déplace le long de la paroi des artères et qui va plus vite que le sang. Et cette onde, comme sur le rail de train, elle va d'autant plus vite que le matériau est rigide, donc que la paroi de l'artère est rigide. Alors, il y a des méthodes connues, utilisées en pratique clinique, qui étudient finalement le retard de déplacement de cette onde de pouls à distance du cœur. Donc, on prend une première mesure au niveau de l'artère carotide qui est vraiment pas loin de la sortie du cœur. Voilà, c'est ici. Donc, le cœur se contracte. Bon, ça, c'est le CG, donc il y a toujours un petit décalage entre la contraction, enfin, la dépolarisation électrique et la réelle contraction du ventricule. Et puis ensuite, l'onde part du cœur, elle arrive au niveau des artères carotides. Et puis, si on se met beaucoup plus loin, au niveau des artères fémorales, elle va arriver un peu plus tard, juste le temps qu'elle se propage le long de l'aorte. Et donc, ce décalage dans le temps, en fonction de la distance entre les deux points, vous donne une vitesse. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple. On ne prend pas juste la distance entre la carotide et la fémorale, parce qu'en fait, l'onde, elle monte jusqu'à la carotide, mais elle ne redescend pas à ce niveau-là. Elle prend la crosse de l'aorte, puis elle redescend jusqu'en fémorale. Bref, ça, c'est des savants de la HEGP qui ont dit que ça faisait 0,8. Voilà. Vous multipliez par 0,8 la distance entre la carotide et la fémorale, et on tombe sur le bon chiffre. N'empêche que c'est quand même fréquemment utilisé, la vitesse de l'onde de pouls par cette méthode-là. Et donc, Pierre Bouturi à la HEGP avait regardé 16 patients avec syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire contre 16 sujets appareillés sur l'âge et le sexe. Vous voyez tous les paramètres de pression artérielle, de rythme cardiaque. On peut essayer de mesurer la pression au niveau de la carotide et puis la pression au niveau radial. Alors, ce n'est pas sanglant, c'est par en fait un petit capteur, donc c'est une pression approximée. Et il n'avait pas retrouvé de différence, finalement, de cette vitesse d'onde de pouls
comme je vous l'ai montré, carotido-fémorale entre les patients avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire et les patients contrôle. Alors, on a la chance donc finalement, pas d'explication au mécanisme de rupture dans les Ehlers-Danlos vasculaire alors qu'il y a un défaut de collagène. On a la chance de travailler avec un laboratoire que Mathieu Pernaut est co-directeur et du coup va vous présenter juste après d'autres technologies issues de ce laboratoire. Et donc, ils ont développé notamment une manière de faire de l'échographie beaucoup plus rapide que ce qu'on a actuellement. Donc, l'échographie conventionnelle, c'est une sonde, on a toujours une sonde, mais en fait, on fait focaliser les ultrasons qui sont émis par la sonde en un point du milieu qu'on veut voir. Et puis après, on change la focalisation petit à petit pour faire l'ensemble de l'image. Donc, il y a un balayage, d'accord, avec chaque fois, vous voyez, les ultrasons qui sont focalisés en un point et on reconstruit l'image en faisant la somme de ces petites triangulations. Et voilà une belle image de cœur à partir d'une sonde phase dorée. Quand on fait de l'imagerie ultra rapide, on s'affranchit finalement du balayage de la sonde puisque toute la sonde va envoyer une onde plane et puis on va récupérer tous les échos qui viennent du milieu. Donc, au lieu d'avoir 128 focalisations, on ne focalise pas, on insonifie le milieu en une fois, et ça donne une image. Alors, elle n'est pas de bonne résolution, mais si on met des angles à l'onde plane, vous voyez qu'avec 5 angles ici, on arrive à avoir une image de résolution qui est bonne. Et en fait, on peut jouer sur le nombre d'angles qu'on veut, et ça donne un cadencement qui est quand même beaucoup plus rapide que ce qu'on obtient avec l'imagerie conventionnelle, où là, on a donc 128 points d'image, ça fait 50 images par seconde. Et avec une image en onde plane, on peut monter jusqu'à 10 000 images par seconde. Donc ça sert à quoi? Ça sert à voir des phénomènes qui vont très vite. C'est-à-dire que des ondes qui se déplacent à 5 mètres par seconde, ça va plus vite que le rafraîchissement en fait, de l'image par l'échographie conventionnelle. Et donc, c'est tout l'intérêt, effectivement, de cette technologie. Donc, quand on place une sonde comme ça d'échographie ultra rapide sur la carotide des patients, eh bien, on peut voir passer l'onde de Pou. Donc, ça, c'est l'onde de Pou que vous avez vu passer. Et puis, du coup, on voit une deuxième onde qui se propage un tout petit peu plus tard à pression systolique. Ça, c'est à pression diastolique, à l'ouverture des valves aortiques. Et puis, à la fermeture des valves, il y a une deuxième onde qui se propage en bleu. Donc, déjà, il y a la manière de voir l'onde de Pou localement et pas une onde de Pou régionale entre la carotide et la fémorale. On peut mesurer vraiment la rigidité de la paroi de la carotide. Ça, c'est la première information. C'est cette onde de Pou-là. Elle a une petite pente. Et donc, elle est vraiment à l'ouverture des valves, donc à pression diastolique. Et puis, il y a une deuxième onde de Pou qui se propage à la fermeture des valves. Donc, c'est à peu près à pression systolique ou à l'onde dicrotique, donc un tout petit peu après. Et donc, on avait évalué sur des sujets sains d'âges différents cette rigidité de la carotide et quelque chose qui est, donc c'est la première courbe rouge, là, les points avec l'âge. Et en fait, il y a quelque chose qui est très connu, c'est que la rigidité de l'artère augmente avec l'âge, c'est le vieillissement artériel. Et donc, ça, il n'y a rien de très nouveau, ça avait déjà été connu avec la méthode Sphingmo-Core que je vous ai montré tout à l'heure. On prend des sujets jeunes, on prend des sujets âgés, à pression diastolique, leur niveau de rigidité est plus élevé parce qu'il y a des vieillissements des protéines qui constituent la paroi artérielle. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on a donc cette fameuse deuxième onde qui survient à pression plus élevée, à pression quasi systolique. Et là, on a déjà un aspect qui est une divergence des droites, c'est-à-dire que quand on vieillit, certes, on est plus rigide, mais on a cet écart entre la rigidité à pression élevée et la rigidité à pression basse, pression diastolique. C'est représenté ici par un ratio qui est la différence des vitesses sur la différence de la pression artérielle systolique et diastolique. Et on voit donc qu'il y a un autre paramètre physique lié à l'âge qui est cette rigidification. C'est-à-dire que non seulement la rigidité de base de l'artère du matériau augmente, mais à une contrainte donnée, vous rappelez-vous tout à l'heure, mais à une contrainte donnée, en fait, elle se rigidifie encore plus que ce qu'on attendrait chez un sujet jeune. C'est ces pentes-là qu'on voit. Donc ça, c'est la rigidification liée à l'augmentation de pression artérielle. Et quand on a le même niveau d'augmentation de pression artérielle, chez un sujet âgé, on se rigidifie beaucoup plus et on part en plus de plus haut.
Alors, qu'est-ce que ça donne chez des patients atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire? C'est les courbes, enfin les histogrammes en rouge ici. Et bien, effectivement, on aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence du niveau de rigidité à pression diastolique, et voire même un petit peu plus élevé dans les 37 patients qu'on avait vus. En revanche, à pression plus élevée, il ne se rigidifie pas, ou peu. D'accord? C'est une augmentation qui est beaucoup moindre que la rigidification qu'on peut observer chez des sujets contrôle. Et donc, c'est ce qu'on avait montré ici sur ces paramètres dont je vous ai parlé, la différence d'onde de pouls rapportée à la différence de pression, avec 2 fois moins, 0,021 versus 0,057 avec une pression centrale et une pression ici périphérique de 0,014, 0,039. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de rigidification chez les patients avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire par rapport à des sujets contrôle. Alors, on s'est attaqué à des modèles murins. Donc, on a 2 modèles murins à disposition, un modèle déficient, à plomb insuffisant en collagène de type 3, et puis un modèle avec variation glycine. Et donc, on peut aussi voir l'onde de pouls, cette fois sur l'aorte. Vous allez la voir passer de gauche à droite ici, la tête est en haut. Voilà, ça, c'est la première onde de pouls. Et la deuxième onde de pouls qui arrive, et le petit scintillement, c'est l'aorte abdo. Et donc, on a ces 2 ondes de pouls chez la souris. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup avoir donc, le cathé artériel qui mesure la pression artérielle, je vous l'ai montré sur le début de la vidéo, mais un cathé veineux où on va pouvoir moduler, enfin mettre des médicaments qui vont faire varier la pression. Et donc, comme ça, on va pouvoir mesurer à chaque fois ces ondes de pouls à des niveaux de pression calibrés et en augmentant comme ça les pressions. Et donc, sur ces 2 modèles, qu'est-ce qu'on observait? Donc, les souris sauvages, les souris à plomb insuffisante, les souris sauvages, des souris avec variation de glycine, c'est que la pente, c'est-à-dire donc là, cette fois, la variation de la rigidité à l'augmentation de pression à pression diastolique est pas différente, vous voyez, entre les contrôles et les souris KI, était un petit peu différente entre les à plomb insuffisantes et les souris sauvages, mais surtout, à pression élevée, donc c'est la deuxième onde de pouls, clairement, il y avait une différence majeure de non-augmentation de la rigidité liée à l'augmentation de la pression artérielle. Donc, c'est ce qu'on voit un peu sur tous ces graphiques. Ici, c'est à pression diastolique, pression première onde de pouls. Donc, les courbes divergent un tout petit peu. Ici donc, les aplombs insuffisantes et ici, les variations glycine, mais on voit surtout la différence à des pressions plus élevées sur la deuxième onde de pouls, avec vraiment, à partir de 100 mm de mercure, le début de cette divergence et qui s'observe vraiment pour des pressions élevées. Vous voyez que ça arrête d'augmenter. Et ici, c'est les fameux delta à chaque fois. Et donc, on voit en bleu les sauvages et en orange les souris avec mutation. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la paroi de l'artère. La paroi de l'artère, elle est constituée de finalement plein de choses, de fibres d'élastine qui donnent en fait la souplesse à l'artère, c'est l'élasticité de l'artère, mais il y a des fibres de collagène qui, elles, sont beaucoup plus rigides et qui ne sont pas mises en jeu en fait à des pressions basses. Elles sont déplissées et elles sont plissées, pardon, et elles vont se déplisser à l'augmentation de la pression artérielle. Elles sont extrêmement rigides, elles sont là pour finalement faire comme un sac de résistance pour éviter que l'artère se dilate ou se rompe. Et donc, ça avait été un peu montré chez le chien par Burton dans les années 54, vous voyez, où il avait utilisé des aortes de chiens dans lesquelles il avait fait un traitement qui supprimait les fibres d'élastine, donc il ne restait plus que les fibres de collagène. Donc, vous voyez que c'est un matériau qui est extrêmement rigide, mais qui se distend à des niveaux de contrainte élevés. Et puis l'inverse, il avait utilisé des produits qui retirent les fibres de collagène et on n'a que les lames élastiques. Vous voyez que c'est un matériau souple. Donc, on a ces 2 composants de la paroi artérielle qui permettent d'avoir la ligne du milieu, c'est-à-dire à la fois de l'élasticité pour des pressions faibles et une contrainte, une rigidité pour des pressions fortes. Et si on doit placer finalement nos patients avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, ils sont souples au début, mais ils ne se rigidifient pas après. Et donc, c'est le risque de rupture à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans les événements, en tout cas aigus, en réa ou quand on les hospitalise, on leur maintient maintenant des pressions systoliques inférieures à 100 mm de mercure pour limiter les complications qui se surajouteraient à la première complication de rupture artérielle. Alors, je fais du vélo. Et pour expliciter tout ça, si on prend une chambre à air qui est très souple, dans laquelle on met de la pression, mais vous voyez, je l'ai énormément gonflé et je n'ai quasiment pas monté la pression, ça sont mes fibres d'élastine.
En revanche, si je mets un pneu autour, qui est mon collagène, eh bien, non seulement je n'ai pas de rupture, mais j'arrive à monter la pression. Et donc, c'est comme ça qu'on explique le risque de rupture quand on a des défauts de collagène. Et puis, Mathieu Pernaut va vous en parler, mais donc là, on a vu la vitesse de l'onde de Pou, donc c'est ce qui est représenté ici, mais avec maintenant ces modalités d'imagerie ultra rapide, on a accès à plein d'autres données. Donc ça, c'est on fait en fait une petite pichenette sur la paroi de l'artère pour voir la diffusion d'une onde qui se propage, donc qui est l'élastographie, mais on peut aussi voir les vecteurs vitesse à l'intérieur d'une artère carotide ici, et puis vous voyez, après une sténose, un effet de boucle à l'intérieur de l'artère qui peut donner accès à la contrainte de cisaillement, hein, avec les débits. On a la contrainte de cisaillement sur les parois. Et puis, il va vous en parler juste après, mais maintenant, on peut même voir les vaisseaux à l'intérieur des parois. Je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Super, je dis en attendant. Bravo, notamment pour la chambre à air. Je savais que ça parlerait à des cyclistes. Bon, je vais peut-être... Merci, non, c'était très clair. Et moi, j'ai deux questions très simples. La première, est-ce qu'il y a des différences dans cette rigidification ou rigidité liée au sexe et homme-femme et femme avant et après la ménopause, ce qui est voilà, quelque chose qui intéresse de plus en plus. Et deuxième question, de plus en plus à ces notions de circadien sur toutes ces données de flux au niveau artériel, et est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce qu'en fonction du moment de la journée ou de la nuit, ou est-ce que certaines molécules vont mieux marcher que d'autres, ou est-ce que c'est une utopie encore? Non, je ne dirais pas que c'est une utopie, mais ça va faire du coup le projet à écrire dans un futur appel à On est d'accord. on n'a pas de données. Alors sur Circadien, on n'a pas de données, c'est sûr. Et même sur le sexe, on n'a pas les données. L'effectif, c'était 102 patients avec des âges différents. Donc la comparaison en sexe, elle ne sort pas, mais pas vraiment par problème d'effectif. Mais la rigidité, le problème, c'est qu'effectivement, il faut arriver à s'affranchir d'autres phénomènes de rigidité ou de rigidification qui sont le tabac, bien connu, l'hypertension artérielle, bien connu, le diabète, bien connu. Donc, il faut trouver des hommes et des femmes qui n'ont aucun de ces paramètres-là et arriver à mettre en évidence une différence. Mais je suis d'accord, il y a certainement quelque chose hormonal qui influe sur les composants de la paroi artérielle, hein, ça c'est certain. Ça reste à faire. Moi, j'ai des questions. La première, c'est sur ton analogie avec la chambre à air. La chambre à air, elle se dilate. Oui, alors. Ton vaisseau, il ne se dilate pas. Bah, il se dilate. Alors, je suis d'accord, il se dilate pas à la chambre à air. Si je retire la pression qu'il y a dedans, elle va revenir à sa forme initiale. C'est-à-dire qu'elle se dilate parce que j'ai monté la pression. Donc, et là, ton niveau de pression, il était presque nul, là, sur ce que tu nous as montré. Oui, mais il y a forcément un niveau de pression parce qu'elle est un peu dilatée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, dans l'aérosolos, on voit, je vous ai montré un peu des anévrismes tout à l'heure, mais ce n'est pas une maladie qui évolue avec des diamètres qui progressent dans le temps. C'est plutôt l'anévrisme qui survient parce qu'il y a une fragilité à un moment donné sur la paroi de l'artère. Donc, il n'y a pas cet équilibre. En fait, un anévrisme, c'est un moment où on est à un équilibre entre la contrainte et la rigidité de l'artère, alors que dans cette fragilité-là, en fait, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que finalement, l'équilibre, c'est ce qu'ils ont au début. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce que m'a montré un peu Pierre Bouturi, c'est qu'en fait, cette vitesse d'onde de Pou dite normale à pression diastolique, en fait, c'est pas si normal parce qu'ils ont des niveaux de pression qui ne sont pas exactement pareils. Et donc, c'est déjà une réponse à la pression diastolique de l'adulte. Et donc, en fait, ils sont un peu décalés sur la courbe. Ils sont un peu plus vieux que leur âge vrai. Et en plus, dès qu'on va monter la pression à des pressions systoliques, alors
c'est des efforts de poussée. Enfin, on ne sait pas, hein, évidemment, quand survient l'événement, qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau des pressions. Mais en tout cas, il y a une conjonction de facteurs qui a fait que ça a conduit à la rupture. C'est-à-dire que l'artère a été soumise à une contrainte telle qui pour nous n'est rien du tout, mais pour eux, pour ces artères-là, à une contrainte telle qu'en fait, on arrive à la déformation qui est plus élastique, mais qui est plastique. Après, j'ai une question un peu théorique qui est, normalement, pour faire ces modèles, il faut supposer que les relations sont linéaires, non? Entre la pression artérielle et l'élasticité, au moins dans la première partie, puisque tu fais un rapport. Entre la pression artérielle par rapport au fait qu'on ait fait des régressions linéaires et pas des exponentielles. Oui, ça c'est discutable. C'était la manière la plus simple de faire. Après, là, je pensais que c'était par rapport à ça, c'est que dans un autre outil de mesure de la rigidité, et la distensibilité, qui est très utilisée sur la horte ascendante notamment, qui fait justement l'assomption que la rigidité est la même à pression systolique qu'à pression diastolique. Or, on voit, enfin, la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette variation possible de la rigidification, puisqu'il considère que on prend un diamètre en systole, en diastole, on fait la différence des pressions et ça donne la rigidité en fait à pression diastolique, ça donne la rigidité du matériau au départ. Et ça, en fait, on voit qu'avec la mesure de la deuxième onde de Poux, ça va beaucoup plus loin que la notion de distensibilité. En fait. C'est vraiment un niveau de rigidité après un niveau de contrainte différent de la première contrainte. Et après, j'ai encore une question. Vas-y, Nadine, vas-y. Moi, j'avais juste une petite question, mais je ne sais pas si les effectifs sont suffisants. On sait qu'il y a quelques corrélations génotype-phénotype dans les LERS dans l'os. Et vous avez regardé un peu sur les 100 patients, les différents. Non, on n'avait pas 100 patients. Il y avait 100 sujets sains et 37 patients. Oui, sur les 37. Effectivement, il faudrait qu'on ait un nouveau projet. Je peux le soumettre à la filière la prochaine fois. De continuer à faire notamment les aplots insuffisants versus les dominants négatifs. Oui. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup non plus d'aplots insuffisants, hein, c'est un peu la minorité. Mais oui, je suis d'accord, ce serait intéressant pour aller plus loin par rapport à la réflexion de ce matin, de démontrer qu'on a ou pas le même profil. Oui. Parce que moi, j'y connais rien, ça coûte cher ces examens-là ? Non, ça ne coûte pas cher. C'est juste qu'il faut le faire avec suffisamment de patience. Ça met du temps, en fait, parce qu'on n'en voit pas non plus. Et encore une autre question, du coup, si ça ne coûte pas cher du tout, tu disais que dans nos pathologies de Marfan, ou tu disais même ACTA2, mais ça, je pense que c'est un peu à discuter. On connaît un peu ces chiffres de rigidité, de rigidification dans les autres. Alors, la rigidité sur la horte ascendante ou dans le Marfan ou les aortopathies associées à la bicuspidie, ça a été évalué. Hein, donc, et c'est même, en tout cas pour la bicuspidie, donc il y a d'autres marqueurs qui sont en IRM, notamment MRSD, MRDA, donc ça a été développé par les équipes d'Evangelista en IRM, où ce serait prédicteur de l'évolution anévrismale au cours de des patients bicuspides pour l'anévrisme de l'aorte ascendante. Dans le Marfan, il y a eu des travaux sur la rigidité, mais je ne pense pas qu'ils soient arrivés à démontrer un marqueur prédicteur de dissection. Je m'avance peut-être, mais je crois que... non, il n'y a rien qui sort de façon très claire. Voilà. Ça explique plutôt en fait des défauts de rigidité, pas de rigidification, mais de rigidité, qui expliquerait pourquoi effectivement ils ont une dilatation anévrismale. Mais encore une fois, la rigidité, c'est une notion qui est à pression diastolique actuellement, et c'est pas des notions à pression élevée. Donc on voit dans la paroi, ça intègre plutôt une rigidité à l'équilibre de base, plutôt qu'une réponse à la contrainte. Mais oui, dans le Marfan, nous, c'est inversé, en fait. Pour répondre à ta question, c'est vrai que nous, on a étudié le MRSD, le MRDR dans le Marfan, versus témoin sur l'orte ascendante. C'est un marqueur qui est intéressant, parce qu'en fait, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est, mais toi, tu as montré qu'il y avait deux ondes de Poux, en fait. Et là, l'idée, c'est de voir la vitesse avec laquelle l'aorte se dilate, et après retourne à sa position initiale. Donc, c'est un petit peu un marqueur équivalent qu'on peut mesurer en IRM. Et là où la distensibilité, en fait, si on prend un groupe de personnes, certains qui sont Marfan, d'autres non Marfan, mais on est aveugle de tout ça, le but était de savoir si ça permettait de distinguer une personne malade d'une personne non malade. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est pas publié malheureusement pour l'instant, mais que c'était le seul marqueur par rapport à la distensibilité à la VOP, qu'on soit jeune ou vieux. Alors, jeune, c'était moins de 27 ans, âgé, c'était plus de 27 ans, mais qui ressortait. Et le fait de faire un effort
donner encore plus de puissance à ce marqueur, notamment dans la population âgée. Alors, c'est vrai que la différence entre le Marfan et le CED, moi, comme je le comprends, c'est que le Marfan, effectivement, il est plus vieux, plus tôt. Il est plus rigide. Toi, en fait, c'est dans l'autre sens. Puis c'est pour des pressions élevées. Voilà. C'est dans l'autre sens pour des pressions élevées. En fait, ils ne sont pas décalés au même âge dans le même sens. Et à la fin de cette étude-là, le traitement merveilleux bêta-bloquant qui fonctionne chez les Ehlers-Danlos, qu'est-ce qu'il fait sur tout ça? Est-ce que c'est l'action bêta-bloquante? Est-ce que c'est autre chose? Non, on n'a pas la réponse. Et puis, bon, le céliprolol chez la souris, ça ne donne pas les mêmes résultats que chez l'homme. Heureusement, l'étude chez l'homme a commencé avant la celle de la souris. Ah, chez la souris, ça ne marche pas du tout? D'accord. Et tant pis pour la souris. Oui, exactement. Et l'autre question entre le rapport à la pression artérielle et... Les ARA2 marchent chez la souris. Maintenant, on verra si ça marche chez l'homme. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez eu le même coup. C'est en cours d'étude. Et alors, donc, étant donné que les dissections sont quand même la complication majeure de l'Ehlers-Danlos, que la pression artérielle semble être un facteur révélateur de la fragilité de la paroi aortique, hypertension, poussée tensionnelle, complications vasculaires, niveau de tension moyen, est-ce qu'on donne des hypotenseurs? Ben voilà, tout. La logique. Alors, moi, moi, j'y crois beaucoup. En fait, il y a deux choses. Il y a le fait que l'âge plaide pour eux. Et, enfin, entre guillemets, évidemment, ceux qui survivent les premiers événements, et le tabac, ou tout ce qui fait qu'en fait, il y a une rigidité, du fait du vieillissement artériel, il y a de la rigidité qui se forme, et notamment, on sait, il y a des cross-linking des collagènes, c'est-à-dire les collagènes, il y a de la glycation, un mécanisme de vieillissement, de la caramélisation en fait, de la matrice extracellulaire. Donc, du coup, l'artère est un peu plus solide en vieillissant, et donc, ça protège. Donc, l'HTA étant un mécanisme d'augmentation de la rigidité, en fait, à un moment donné, c'est plutôt, voilà, l'un se mélange avec l'autre. Mais chez les sujets jeunes, en revanche, là où ils ont des artères très souples, en pleine forme, oui, là, je crois vraiment qu'il faut qu'on contrôle de manière très stricte leur niveau de pression artérielle. Après, la question qui se pose, c'est les efforts physiques. Effectivement, est-ce que si je soulève, si je fais de la musculation, même sans effort à glotte fermée, etc., est-ce que je suis à haut risque de rupture? En fait, il y a quand même des jeunes qui font de la musculation, ils n'ont pas de rupture. Donc, évidemment qu'on ne leur indique pas, mais ça n'explique pas tout, en fait. C'est-à-dire qu'on a bien des gens qui font ou de l'instrument, on oublie souvent, mais ceux qui font du hautbois ou du tuba, je peux vous dire que leur pression monte quand même pas mal, et il n'y a pas d'événement. En tout cas. Donc, tu leur conseilles de fumer et d'être diabétique, si je comprends bien. On ne le dit pas ouvertement, mais sous le manteau, on distribue quelques paquets de cigarettes piqués aux autres patients. Non, mais il y a, en tout cas, je pense qu'il y a les sujets jeunes, chez qui effectivement le niveau de pression artérielle est une contrainte qui a une action forte. Et après, avec l'âge, en fait, c'est probablement moins maléfique. Et dans les survenus des accidents vasculaires et de dissection, c'est effectivement un pic de survenue assez tôt dans la vie, et ensuite après, on a passé 40 ans ou je ne sais pas quoi, c'est fini, c'est réglé, il n'y en a plus. Enfin, c'est réglé, il y en a moins. Oui, nettement moins. Donc, ça posait la question dans la thérapie génique, c'est ce qu'on se disait aussi. Que finalement, il faudrait... Non, mais il y a des pistes, des pistes de radiation faible dose pour essayer d'augmenter les fibroses, par exemple. Mais on ne connaît pas assez bien la physiopathologie, parce que si on se dit qu'on fait produire plus de collagène pour fibroser, si c'est du collagène anormal, est-ce que réellement on obtiendra l'effet escompté? Voilà. Pas sûr.